Voilà, à toi la parole, cher ami. Écoute, Et donc, on va commencer par la première patiente. Et Sarah, est-ce que tu peux la présenter, s'il te plaît? Alors, c'est une dame diabétique avec un antécédent de coronaropathie stentée et qui a, après, elle a bénéficié en 2009 d'un pontage plus spatie mitrale. Donc, elle a déjà fait un stent au niveau des fémorales superficielles gauche et droite en 2016. Elle présente quelques lourdeurs de jambes en début de marche. C'est vrai qu'elle ne marche pas beaucoup, mais elle accuse une petite lourdeur. Donc voilà, je vous laisse examiner. Vous voulez que je vous donne un petit aperçu de son écho? allez-y, dites. Alors, il y a une sténose ostiale à 40% du tronc cœliaque, une sténose étagée de la fémorale superficielle gauche, dans la plus serrée à 75%, avec un bon lit d'aval, et la même chose à droite. Voilà. Donc elle est gênée à la marche. Et au début de la marche, c'est ce qu'elle rapporte. Ce n'est pas une vraie Claudication. claudication, mais une petite lourdeur au début de la marche. Bon, on va juste commencer par essayer de repérer le tronc cœliaque et voir si on n'avait pas un problème. Donc là, d'un point de vue anatomique, c'est en coupe axiale hein, sur l'aorte, dans sa partie haute, avec la mésentérique, l'artère mésentérique, l'aorte, barre des artères rénales. Être dans une coupe longitudinale où j'ai l'artère mésentérique sur le devant, là, et part du tronc cœliaque un petit peu, ce qu'on appelle en coupe axiale. C'est bon. Quelques petits réglages, donc servir de la couleur et d'identifier tout ça. Donc on est un peu gêné par les mouvements respiratoires, hein, puisque là, il y a une variation positionnelle du tronc cœliaque. On voit ici un petit aliasing sur l'origine du tronc cœliaque. Cette artère mésentérique supérieure étant ici, on va se caler sur les vitesses de la mésentérique supérieure. Donc il faut bien entendu adapter l'angle. Prendre un peu la ligne de base. Je vais ne bougez plus, ne respirez plus. Ok. On peut revenir en arrière avec le ciné-loop. Les couleurs. Donc là, on a un ordre d'idée des vitesses circulatoires de l'ordre de 150 à 200 cm/s maximum, ce qui est normal pour l'artère mésentérique supérieure. Et on va se remettre sur le tronc cœliaque, voir un peu. Et plus. Ah, pas du tout. Tirez un petit peu. Restez bloqué comme ça 2 secondes là, pour faire monter le tronc cœliaque.
l'angle. Ouais, donc on reste dans des vitesses circulatoires qui sont normales sur le cœliaque. En fait, il y a une variation positionnelle avec la respiration du du tronc cœliaque qui fait qu'on peut enregistrer des variations de vitesse, mais là, quand on est bien dans l'axe, pas trop parler de sténose, ou peut-être juste un aspect de ligament arqué sur la flèche. Ah oui, c'est la flèche pour avoir la flèche. Non, je voudrais juste montrer ça à l'écran. Ah oui. Donc là, on est bien dans l'axe. Ça va être le truc. Là, on a des vitesses circulatoires qui sont relativement normales. Alors, de nouveau, le tronc cœliaque, il a ses branches de division avec l'artère splénique et l'artère hépatique. On a le tronc cœliaque, l'artère hépatique, splénique qui part. Gonfler un peu. Alors, il y a la proximité du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure qui fait que c'est pas toujours facile de protéger les deux. Inspirez un peu. On va l'avoir beaucoup mieux. Et la respiration. Stop, ne bougez pas. Voilà. Là, vous avez le départ de l'artère mésentérique supérieure. Si je veux voir la flèche, j'arrive. Donc là, vous avez l'aorte. Vous avez le tronc cœliaque qui part et l'artère mésentérique qui est juste à côté. On va essayer de refaire la gymnastique à la patiente pour qu'elle respire. Ne bougez plus. Respirez. On fait la poitrine. Hop, oui, donc il n'y a pas de grosse accélération. S'il y a une petite chose au niveau de l'ostium cœliaque, il n'y a pas une grosse retentissement. On va continuer un peu l'exploration sur l'aorte. Et on voit au passage le départ des artères rénales. L'artère rénale droite, ce n'est pas la meilleure incidence. Départ de... Ah, tu as la flèche, tu peux montrer, d'accord. Ok, super. Et je ne savais pas que tu l'as. C'est mieux. Et on va essayer de voir si on peut dégager l'origine de l'artère rénale gauche. Et un prise dans les... Peut-être un peu plus de gain couleur. On l'aperçoit sous la veine rénale gauche. Et les vitesses à l'intérieur. Bon, comme l'objectif c'était la fémorale superficielle. Est-ce qu'on peut entendre avant pour oui. Est-ce qu'on peut reprendre tout qui est à côté de tout? Alors très rapidement. Oui, On prend porte,
Alors, les l'aorte en indications. coupe axiale, Alors, et au-dessus de largement. on balaye entre l'ombilic et l'appendice xiphoïde. Hein, donc là, je suis remonté même vers le haut avec l'artère mésentérique supérieure qu'on voit très bien en coupe axiale au-dessus, avec la veine rénale qui passe dans la pince aortomésentérique. Je vais me mettre en coupe longitudinale, je récupère l'aorte qui est petite supérieure. Et ensuite, avec la couleur, c'est plus facile de l'expliquer. Yes. Allez-y, gonflez un petit peu la poitrine. Là, vous voyez le tronc cœliaque, l'origine de l'artère mésentérique supérieure. Si je me remets en axial, le tronc cœliaque, je le balaye avec ses branches de division, la splénique et l'artère hépatique en particulier. Et l'aspect en lyre, vous pouvez respirer. Ça, c'est l'aspect un peu classique du tronc cœliaque avec ses branches de division. Alors, On descend un peu. voilà, après, j'ai l'origine de la mésentérique supérieure. Et juste en dessous, à 1 centimètre ou 2, on commence à voir, on a la veine rénale qui passe dans la pince, et on a l'origine de l'artère rénale droite, là, et la rénale gauche, elle est plus postérieure. Ok, On va voir donc les après, en marqueurs. Alors, descendant sur l'aorte, visiblement, il n'y a pas grand-chose. il y a des petits Viscéral. dépôts aortiques, mais il n'y a rien de significatif. Descend sur l'aorte, on a des petites calcifications sur la paroi, plaque athéromateuse juste avant la bifurcation, et la bifurcation des artères iliaques en longitudinale. Alors, on peut mettre un petit peu de couleur déjà. Ah, qui bave. Part de la mésentérique inférieure. Accélération plaque athéromateuse sur l'origine de la mésentérique inférieure. De la bifurcation. Là où on n'a pas spécialement de aliasing, mais là on a des vitesses un peu basses. Origine de l'iliaque commune gauche. On a des vitesses. On a des angulations qui ne sont pas fabuleuses sur les iliaques, on peut expliquer la son éloignée. Là, on est pratiquement égal là-dessus. Iliaque primitif. Oui, exactement. On peut balayer la longueur. En revenant un peu plus de côté, je vais pouvoir dégager à droite. Test normal sur la droite. Prendre l'artère iliaque Hélène pour Gardons. Ça va avec. oui, une onde de courbe abdominale. C'est un examen avec une. Oui, alors on peut le faire, bien sûr, avec une sonde cardio, mais la résolution est quand même en 2D est quand même moins bonne. Par contre, la question des vaisseaux et des vitesses, c'est bien, surtout faire de la correction d'angle sur les vitesses
un Doppler continu parfois sur ces sons cardio. Appuie sur croissance. Ouais. Il y a quand même des vitesses un peu augmentées sur cette artère iliaque. Ouais, on est un peu la PRF pour avoir moins d'aliasing. Si on... Ouais. Vitesse un peu augmentée quand même. Iliaque. Cette zone. Et là, on a les vitesses sur l'artère iliaque commune, presque terminale, de l'artère iliaque. Là, iliaque externe, il y a une petite. Je vous fais mal un peu, non? Une petite accélération des vitesses sur l'origine de l'artère iliaque externe. Et... Toi, si tu peux prendre la sensibilité avec les doigts, Ouais. montrer un petit peu l'iliaque, où est-ce que tu te repères. Alors, Voilà. iliaque. Est-ce qu'on arrive à voir? En Juste coupe avec le- axiale. Ouais, Alors, de l'autre côté, en coupe axiale. Pour remonter en tirant un peu vers l'ombilic, hein, et après en basculant moins à l'aise avec la main gauche. Déjà, au scanner, c'est 40%, c'est pas une grande lésion. Et, sachant que le scanner, peut-être comme les coronaires, ça peut surestimer les lésions. Oui, donc calcifié, c'est surestimé au scanner. Hein. C'est bon? On va passer de l'autre côté rapidement pour voir. Pareil, on va balayer l'artère iliaque du bas en montant vers. Un triplex, en fait, pas séparer le déclenchement de Doppler par rapport au déplacement. C'est programmé comme ça. Alors voilà. On est sur l'origine de l'iliaque externe gauche, avec le départ de l'hypogastrique un peu en dessous. Et les vitesses globalement sont plus basses sur cette artère iliaque externe gauche.
Ok, donc après, on va passer à l'étage fémoral pour apprécier le retentissement. C'est cette sonde que je prends? Oui, oui. Là, de sonde Voilà, je suis passé avec une sonde linéaire linéaire. pour explorer l'artère fémorale et les membres inférieurs. Donc, pareil, en coupe axiale, vous avez vu tout à l'heure, hein, vous reconnaissez les images avec la veine fémorale, l'artère fémorale superficielle, la profonde, et quand je remonte, j'ai que la commune, et le départ de la crosse de la jonction phéno-fémorale que vous avez. Donc, toujours pareil en 2D. On peut repérer les plaques athéromateuses, les calcifications, comme il y en a sur la paroi là, postérieure. Donc on avait vu qu'il y avait un petit... c'est la PRF aussi. Ouais, l'aliasing. Il y avait un petit... Vous voyez que la manœuvre qui vient d'être faite tout à l'heure, c'est qu'il y avait un aliasing, un gros aliasing. Il fallait juste remonter un petit peu la PRF pour voir cet aliasing complètement apparaître. là, on a un spectre qui est normal, y compris sur le temps de montée systolique. C'est-à-dire que l'accélération sur la sphère iliaque externe proximale n'a pas de retentissement au repos sur l'hémodynamique au fémoral. Donc on n'est pas dans une sténose de moins de 50%, même si on a des vitesses qui apparaissent élevées. Après, vous avez l'âge de la bifurcation avec le départ de la fémorale profonde là, et la fémorale superficielle qui est simple. Fémorale superficielle qui est un peu belle. On descend. Vous pouvez incliner l'angle, le tir. Versant. Oui, oui, on a un spectre des vitesses satisfait sur l'origine de la fémorale superficielle que l'on peut ensuite balayer. On voit un peu les classifications et on peut suivre, adapter la fémorale superficielle en descendant, monter un petit peu les RF. Ouais. Ça nous permet de cibler un peu les zones un retentissement. On peut faire un partage d'écran. On repasse sur l'autre écran. Il est figé. Attendez, on va revenir. Changer. Ok, revenez. Non, mais revenez en. Et on va laisser avant la sténose. Votre attention, s'il vous plaît. Et après la sténose. Voilà. Là, on est au tiers supérieur de la fémorale superficielle. C'est droit. Vous voyez qu'il y a une différence. Alors, je ne sais pas si on
On le voit sur le bord de l'écran ici, ce Oui, qui oui, restait tout à du fait. signal. Vous voyez que le signal était déformé déjà en amont du rétrécissement, hein. Il y a un amortissement sur la courbe progressivement en arrivant vers la sténose, et puis après l'accélération des vitesses sur le gicleur de la sténose, avec des vitesses là, qui sont. Je crois qu'on a ça. Là, on a une sténose qui est un petit peu longue, il y a des plaques sur la longueur, et au tiers superficiel de la cuisse. Un petit peu de jeu. Premier niveau de sténose, là, sur la fémorale superficielle qui reste. Un deuxième niveau d'aliasing. Avec un flux qui est déjà déformé. Belle accélération. Deuxième niveau de sténose. Vous voyez qu'il balaye un petit peu avec la couleur. À chaque fois qu'il voit qu'il même réglage, on change de réglage. Chaque fois qu'il y a un terme d'aliasing, puis on Donc, voit la différence en amont. cette dame avait un stent de la fémorale superficielle à droite, c'est ça? À droite et Je à pense gauche. qu'on voit on voit le début du stent. Sur le deux. À On gauche. voit un peu les mailles du stent. Voilà, Voilà, ouais. On voit les mailles du stent et on va pouvoir regarder la perméabilité du stent. Vous voyez, il n'y a pas de grosse perturbation hémodynamique. Stent. Là, on va rentrer dans la zone plus difficile, qui est le hunter. Remettre la boîte droite. Il y a un remplissage, mais on va faire les heures. Parfois, dans cette région, la sonde linéaire n'est pas suffisante. On peut être amené à plonger avec une convexe aussi. Pardon, tu disais, Voilà, dans quand cette ça devient zone un qui peu est un compliqué, on peut. peu plus profonde et assez compliquée, on peut changer de sonde avec une sonde courbe qui va en plus en profondeur. Quand on a une convexe, on peut essayer avec la convexe, sinon avec la sonde abdominale, ça passe relativement bien, hein. Là, on la suit quand même assez bien, pratiquement sur la popité haute, là. Donc avec un flux déformé qui reflète les sténoses étagées au-dessus et qui reste encore monophasique. Je vais passer maintenant derrière le genou. Oui. On va essayer de voir les possibilités de compensation de cette dame en analysant un peu mieux sa morale profonde, puisqu'on a le trépied était un peu des vitesses, les gains. Évidemment, l'œil de vous parle, il y avait une petite accélération sur de la morale profonde. Et
une accélération, mais c'est quand même une interprétation difficile, parce que comme il y a des freins hémodynamiques sur la fémorale superficielle, il y a déjà un débit relatif sur la fémorale profonde, qui en plus est athéromateuse à l'origine, donc ça peut majorer un peu les choses. De là à dire que ça peut compromettre sa capacité de développer une collatéralité à l'effort. Ok. On va récupérer l'artère. Avec cette... Il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Hein. Posez des questions. Concernant les collatéralités, vous vérifiez l'artère fémorale profonde et après, est-ce que vous vérifiez l'iliaque interne ou c'est pas la peine? Non, pour le développement de la collatéralité, moi je regarde rarement l'iliaque interne, sauf s'il y a une occlusion ou une sténose très serrée sur l'iliaque externe. Ce n'est pas indicatif de la possibilité de développer. Hein. C'est sûr, c'est que s'il y a de toute façon les possibilités d'améliorer la marche, s'il y a à la fois une sténose iliaque et une sténose fémorale superficielle, ce n'est pas la même chose que quand il y a uniquement une fémorale superficielle. Mais bon, je ne le regarde pas systématiquement, parce que le gastrique, c'est quand même un peu encore compliqué pour en tirer des vrais arguments. Laissez un peu les... On va repasser. Donc là, on est sur la poplité, donc avec un flux qui reste monophasique. Faites un peu de coup. On va baisser la PRF. Ça nous permet de balayer la poplité, de voir un peu justement le sens des collatérales qu'on voit là, qui reste inversé là. Non, tête droite, pardon. Un peu comme ça. La collatérale, là, elle est dans son sens physiologique, mais parfois, quand il y a des obstacles au-dessus, elle peut être réinjectée en sens inverse, participer à la collatéralité. L'injection, pareil, hein, on la balaye, on voit qu'ici, c'est même net, athéromateuse. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la poplite? Alors, faire simple ici, sur ce. Ah oui, donc pareil, c'est vrai. Il y a le condyle fémoral et le plateau tibial. Là, on est sur le segment de la poplité interarticulaire. On est sur la poplité interarticulaire. Au-dessus, au niveau du condyle fémoral, sur la poplité haute. Et après, en dessous de l'interligne, on va être sur le segment de la poplité basse. Au départ du tronc jambier. C'est un peu plus de hauteur. Et le départ de mon tibiofibulaire et de la tibia antérieure. Longe un peu par arrière, mais qu'on voit pas très bien. Les jambiers. Pareil, hein, on peut faire les vitesses au départ du. Bon. À l'origine des troncs jambiers, on a quand même des vitesses circulatoires qui restent monophasiques. En lésion très significative au-dessus, même si c'est pas normal. Alors, l'effort, elle ne décrit pas de véritable claudication, hein, donc je ne vais pas trop gêner.
Excusez-moi, j'ai une question par Oui. rapport aux suppléances, parce que tout à l'heure, après la fémorale superficielle, le flux était un peu démodulé. Et après, on trouve au niveau de la poplité un flux qui est accéléré. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une suppléance à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit la chercher ou ça sous-entend qu'il y a une suppléance? Ça sous-entend qu'il y a une suppléance, hein. Elle est mise en route. Ce n'est pas que la fémorale superficielle qui alimente la poplité. Et on pourrait montrer éventuellement qu'en balayant toute la poplité, on verrait l'augmentation progressive du signal et en fait la qualité de la réinjection, c'est au niveau des bases qu'il faut l'apprécier parce que c'est là où vous avez eu toutes les possibilités de réinjection par la collatéralité. Alors après, on n'a pas forcément vu le départ de toutes les collatérales, mais laissant les vitesses, là on est au niveau du stent. Gain, enlever le gain et monter les vitesses. Est-ce que c'est l'artère ascendante du genou, c'est bien ça? Oui, La collatérale qui... Ici, tu as une collatérale qui part au travers du stent. Qui passe dans le stent. Ça marche, ça? Tout le long, tu vois beaucoup de branches collatérales qui passent. Mais ce n'est pas une seule branche qui supplée, un tas de branches qui sont mises en jeu. Et regarder une par une, à mon avis, fastidieux et n'apporte pas grand-chose. Quand tu es dans une situation d'échec de traitement médical, quand tu fais marcher des gens sur une sténose isolée de la fémorale superficielle ou sur un segment en première intention et qu'au bout de 3 mois, ils n'ont pas développé, ils n'ont pas amélioré leur marche alors qu'ils ont essayé de le faire, tu peux essayer de comprendre pourquoi la collatéralité ne se développe pas, pourquoi tu n'en vois pas. Mais sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça peut guider des gens vers de l'endovasculaire si vraiment tu vois qu'ils ne peuvent pas développer de collatéralité. Et ceux qui, au bout de 3 mois, commencent à avoir des collatérales, tu peux patienter un peu plus et essayer de les faire marcher un peu plus. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Mais la quantification exacte de la collatéralité, ça n'a pas un intérêt féroce. C'est plus le retentissement hémodynamique sur la poplité basse qui va te dire si c'est fonctionnel ou pas. Oui. Donc là, je suis parti directement au niveau des troncs jambiers distaux. Est-ce qu'on peut incliner vers dans l'autre sens? Là, on est sur la tibiale postérieure. On coupe. Oh là là. Là encore, on peut analyser les flux avec des flux qui sont monophasiques, sans aucune composante télédiastolique, avec un temps de montée systolique qui est un peu élargi. Et on appellerait des flux de la classification de Saint-Bonnet. On va regarder les autres axes jambiers. Alors, est-ce qu'elle a une tibiale antérieure? Et par la suite, Je regarde un petit peu s'il y a une tibiale qui apparaît aussi. Oui, tibiale antérieure. Et on va voir si j'ai la fibulaire. Partons alors, donc, tu étais sur sur la la tibiale tibiale antérieure. antérieure, Et je vais après, vers l'extérieur en restant axial. Et elle va être un peu plus profonde. vers l'intérieur. Alors, là encore, hein, les troncs jambiers distaux, il y a beaucoup de variations.
difficile de vous dire. Ça, c'est l'anatomie standard basale, et il peut y avoir énormément de variations. On voit que la fibulaire, elle n'est pas très développée, ce qui est logique. De certaine façon, quand tu as une tibiale antérieure et une tibiale postérieure qui sont elles, et elle peut être rapidement l'artère dominante si les deux autres sont abîmées. Très bien, Voilà. donc, hein? Alors, on pourrait balayer toute la jambière. Hein. On peut balayer toute la jambière. Hein. Au cours de l'examen, est-ce qu'on peut faire une sorte d'exercice d'effort pour voir la qualité du diastolique de séance? On peut le faire après, c'est-à-dire qu'on fait l'examen de base et puis après on peut lui faire quelques génuflexions, voir La réserve. Oui, alors c'est très théorique, je suis pas sûr qu'en pratique ça soit vraiment. Oui, pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, dans de claudication, c'est important quand on peut de faire un minimum de tests à l'effort parce que c'est là qu'on va voir décompenser ou non une sténose. Donc moi, je fais un examen de peau comme l'a montré Antoine. Et puis quand j'ai un doute à la significativité de la sténose, je demande aux gens de faire des tests de flexion-extension comme ça. On n'est pas obligé de faire un vrai test d'effort, mais après une vingtaine de mouvements, on les réinstalle. On peut déjà juger d'une diminution des pressions en mesurant le PS qui peut chuter à l'effort et puis se porter sur les sténoses qu'on avait identifiées et voir si elles se décompensent de façon significative. C'est plus dans cet esprit-là que je fais l'examen, mais je pense qu'effectivement, quand on est confronté à une pathologie de claudication intermittente des membres inférieurs, c'est important de reproduire la gêne à l'effort et donc un test très simple permet vraiment d'être beaucoup plus précis dans l'analyse et donc surtout l'interprétation des signes écho-Doppler. Alors, je pense que les suppléants, on juge du résultat global, est-ce qu'il y a une suppléance ou pas, et ça c'est plus par la mesure des gradients de pression qu'on juge de la... Ben, je pense que pour eux, les suppléances, si elles existent, on aura une chute des pressions qui sera moindre que si elles n'existent pas. Donc, il faut avoir un reflet global des suppléances par la mesure du gradient de pression. Après, on va les voir se mettre en œuvre ou pas, mais c'est difficile d'en juger l'efficacité. Donc, il faut rester sur des critères solides qui sont la chute des pressions. Bien, on a... Oui, alors j'ai regardé pendant ce temps-là le trépied fémoral où il n'y a pas grand-chose avec des petites plaques athéromateuses et atteignent aussi un peu l'origine de la profonde, mais sans vraiment retentissement hémodynamique significatif. Et on va rebalayer un peu la fémorale superficielle de l'autre côté. Alors moi, je préfère balayer en longitudinal. Ça présuppose d'avoir mis déjà beaucoup de gel et d'avoir réglé un peu au mieux ces PRF. Parce que maintenant, avec les matériels modernes, ça c'est assez fiable. Juste 2 minutes. On peut faire 2 minutes. Examen, les couleurs, de l'examen, gazing. On fait baisser la PRF. Est-ce que tu peux pour l'assistance? Alors globalement, déjà en démarrant sur l'image 2D, on peut améliorer les réglages. Là, il y a un truc automatique ou pas? Ouf. Voilà. Donc on peut faire varier la puissance d'émission, la gamme de gris et autres pour avoir une image adaptée un peu à son œil. En vasculaire, on travaille souvent avec des images très contrastées. Trop contrastées pour moi. Ça permet de voir les vaisseaux, les muscles autour et de régler déjà en 2D pour avoir l'image que tu veux. Ensuite, la couleur.
La couleur. Alors, aujourd'hui, on fait plus trop attention aux zones focales parce que les machines les règlent d'eux-mêmes. Mais il y a encore des machines. Automatiquement. Ouais, il y a encore des machines où il faut adapter la profondeur focale à la zone d'exploration. Donc là, on l'a franchi puisqu'il n'y en a pas. Et ensuite, on met la couleur. Alors, la couleur, là, l'éco-Doppler, c'est la meilleure résolution en échographie, c'est dans l'axe de la sonde. Et en Doppler, le meilleur remplissage, c'est en perpendiculaire à la sonde. Donc, on est sans arrêt dans un compromis qui est compliqué, puisque pour avoir une bonne image, il faut être dans l'axe, et pour avoir un bon Doppler, il faut être quasiment perpendiculaire. Donc, pour ce qui est des vaisseaux, et quand on est en longitudinal, on a tendance à travailler avec la boîte orientée. Mais il faut faire attention avec ces boîtes orientées, parce qu'il y a des machines où on peut les orienter un peu plus, et on perd un peu d'énergie du signal quand on est trop orienté. C'est pour ça que par moment, pour aller par exemple au Enter, comme j'étais tout à l'heure, je vais faire remettre la boîte dans l'axe, comme le vaisseau était plongeant, pour avoir plus d'énergie dans l'axe du vaisseau. Et ça permet d'améliorer le remplissage. Donc après, les réglages couleurs, bah, on règle la PRF, qui est fréquence d'émission pour avoir un remplissage qui va être correct, en jouant aussi sur le gain couleur. À ces vitesses-là, si je n'ai pas assez de gain, je n'ai pas un bon remplissage. Si je mets suffisamment de gain, je vais avoir un bon remplissage, mais avec un excès de gain, ça va baver de tous les côtés. Donc il faut jouer. Bon gain et que c'est de... On baisse la PRF, là ça va se mettre à baver partout autour. Hein, parce que là vous avez le phénomène de repliement spectral qui donne l'aliasing se produit tout de suite. Donc on a une mosaïque de couleurs. Le but c'est de remonter la PRF pour avoir une couleur homogène. L'idée, c'est qu'avec une PRF qui est adaptée aux vitesses circulatoires du vaisseau, on va pouvoir identifier toutes les zones d'accélération. Si la PRF est trop basse, on aura de l'aliasing tout le temps et on perd cette information. Donc c'est vraiment dommage et il faut s'adapter aux vitesses standards des vaisseaux. Donc on voit aussi les zones d'ombre. Et là, je pense qu'on a aussi le stent à gauche. Hein. Ça ne varie pas trop le chenal circulant de l'artère. Après, on peut s'aider à chaque fois qu'on a un doute, mesurer la vitesse pour savoir où on en est, sachant que dans un stent, les vitesses normales sont un peu augmentées de 25% par rapport à un vaisseau natif. Oui. Pas trop. Hein. Mais on peut avoir une augmentation jusqu'à 25% liée au stent. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les paramètres d'une sténose serrée vont être un peu plus augmentés quand il y a un stent que le vaisseau natif. Voilà, exactement. Vous voyez, là j'arrive sur la zone qui est un peu plus compliquée pour le remplissage. Si je me remets droit, c'est pas mieux. En PRF. Là, on voit le départ du collatéral. Hein. C'est bien avec cette sonde. Ah, tu es d'accord qu'on a de belles images avec cet appareil, hein? Oui. Après, ce serait encore mieux si j'avais l'habitude de travailler avec. Oui. Et après, on peut faire des réglages adaptés à chaque... Là, c'est des réglages d'usine. Mais bon, une belle image 2D, image couleur qui est bien. Il y a de quoi travailler. Hein. Je ne suis pas habitué à la logique de...
Là, on a un peu trop de gain. De toute façon, visiblement, elle a une artériopathie qui est plus mal que. Bien qu'elle soit annoncée comme diabétique. Un peu plus de gain. Ça permet de faire le départ du tronc jambier avec la tibiale antérieure qui part en profondeur et le tronc tibio-fibulaire complet. Alors, allez voir en qualité. Enregistrer un flux en pupité, non? Ah oui, bon, un peu plus. L'essentiel sur les autres. Attendez. Je voudrais juste avoir un flux pour pouvoir résoudre l'image. Ça c'est. Mettre dessus. Là, on a même un reflux protodiastolique, c'est-à-dire que l'état hémodynamique qui est meilleur que le membre inférieur gauche. Droit, pardon. Et, la tibiale postérieure. Hein, on y arrive. Voilà la tibiale antérieure. Le beaux axe jambier. On a d'autres patients à voir, oui. Donc, en gros, elle a une artériopathie qui est très significative. Un peu. Et elle a symptomatologie clinique qui invite à proposer autre chose que de continuer à marcher et de prendre son traitement infiniment. médical. Un examen de haute voltige, magnifique, depuis les artères viscérales jusqu'à les pieds. Moi, j'ai une question parce que je trouve que c'est un cas qui est très intéressant, surtout à droite, parce qu'on a eu une sténose en tandem, une sténose au niveau de la fémorale superficielle, en dehors du stent. Et puis par la suite, on a eu des flux qui sont relativement corrects au niveau jambier. Si tu peux venir ici, le temps qu'on installe le suivant. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette vascularisation? C'est un peu type des lésions étagées, modérées, compensées par la collatéralité globalement. Oui. Non. Voilà, je vous donne les images. Il a les anciennes sténoses, c'est une sténose serrée de l'iliaque primitive gauche et de l'artère fémorale superficielle droite, qui est subocclusive. Voilà, je doute sur... Et il est gêné au niveau des deux jambes à 300 mètres. Et surtout à gauche. Il a bien été opéré. Oui. Effectivement, il a des cicatrices, mais il a des cicatrices que au niveau des fémorales communes. Hein. Donc il n'a pas de cicatrice abdominale. C'est même pas facile pour un pontage aorto bifémoral. Ouais. Pas plutôt une. Oui, c'est bon. Bon, on va regarder. Hein.
Alors là, on a les problèmes de l'échographie abdominale avec des gaz digestifs. On est sur l'aorte. Un peu plus de gain. Donc l'aorte. Ah. Donc je vais balayer son aorte qui est très athéromateuse. On arrive à la bifurcation, donc déjà il n'y a pas de pontage aorto-bifémoral. Hein. Sur la bifurcation, laisser un petit peu les... Non, pas mal. Donc là, vous voyez, en coupe axiale, ben, on a l'iliaque commune droite que l'on voit, qui s'allume. Par contre, l'iliaque commune gauche, on n'a pas de remplissage couleur, même si on passe dessus. Voilà, là, on a l'iliaque. On va baisser les vitesses. Pas de remplissage. Resserrer la boîte sur l'iliaque. Vous avez vu qu'avant de dire qu'il n'y a pas de flux au niveau de cet iliaque, il a joué un petit peu sur le gain, sur les rêves pour bien sûr, c'est les... on a les flux veineux iliaques, mais on n'a pas de remplissage de l'iliaque commune, donc est occluse. Donc je repars du bas un peu dégagé, parce que pas mal de gaz un peu partout. Ça permet de faire un peu le ventre. Si j'appuie trop fort. Alors. Oui, c'est qui donne ça. On va remonter les tests, mais il y a quand même deux trucs. Remonter les... Voilà. Des choses plus classiques. Vous avez la veine iliaque
Là, on est sur l'iliaque externe. On a enregistré des vitesses normales. Même très très gêné par les. Donc là, je suis remonté sur l'iliaque commune. Et donc, avec toujours cette zone un peu de naissance de l'hypogastrique, pas dans une très bonne angulation et pas mal de moments diffusifs. Et en patientant un peu, on arrive à passer. Il faut savoir se contenter de mesures de flux sans avoir visualisé tout. On n'a pas d'obstacle significatif sur l'artère iliaque commune et l'externe gauche. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une occlusion de l'artère iliaque commune gauche. Nous faire une démonstration rapide, s'il te plaît, hypogastrique. À droite. Voilà. Voilà, c'était pas la meilleure zone. Hein, pour, ouais. Les gages. Oui, mais ça bouge pas. C'est bien avec les gages, c'est que ça bouge. Il relâche. Là, on la voit. Donc là, l'origine de l'hypogastrique, on va avoir du mal, on voit bien les branches. Vous avez la veine iliaque. Avec le trackball, s'il te plaît. Ouais. Peut-être que l'idée le montre. Là, vous avez la veine iliaque avec l'artère iliaque dessus. Et on a cette artère hypogastrique un peu à distance de sa naissance, ici, qu'on voit bien. Et voilà, jusqu'à l'artère hypogastrique. Iliaque commune, iliaque externe et la naissance de l'hypogastrique. Après, vous pouvez aussi essayer de la voir en axial. Hein. Pas user de leur technique. Départ. Quand elle se dédouble, c'est l'iliaque interne, hein, donc elle est sur du remet en compte. On n'a pas la chance tout le temps. Ouais. Bien vu. Oui, on peut l'avoir. Ouais, ouais. Parfois, c'est pas d'emblée évident. Gauche. Laisser un peu de la PRF parce que c'est des flux veineux. Donc, à un moment, j'ai un remplissage. Ouais. L'artère iliaque, on la devine au-dessus, mais à aucun moment on a un remplissage vers dedans. Et on a même du mal à la visualiser l'individu. Donc pour la suite, on va passer en fémoral. On va voir le retentissement de cette occlusion. On va commencer par la gauche, du coup, directement. Voir si on a quand même quelque chose.
Alors, là déjà, on a la démonstration de l'occlusion, puisque vous avez le flux inversé dans la fémorale profonde. Hop, je vais me remettre droit. Non, sans le... Donc le flux inversé dans la fémorale profonde qui vient réinjecter la fémorale vers une branche de la profonde, parce que même la fémorale... Oula, là par contre il y a eu un pontage. Ouais, d'accord. Donc en fait il a un pontage croisé fémoro-fémoral, patient. Donc il avait une occlusion iliaque qui a été traitée par un pontage croisé partant de la fémorale commune droite, vers la passant en gauche. suspubien. Je suis revenu sur la droite. Hein. Donc là, on a le départ du pontage sur la fémorale, pontage prothétique, bon, avec son aspect, mais qui n'a aucun flux circulant dedans. Je vais le mettre un peu assuré, mais... Donc le pontage qu'il a eu, c'est un pontage croisé circulant de la fémorale commune droite, passant du bien. Il vient réinjecter normalement la fémorale commune gauche, mais là on a vu que tout était occlu. Alors il reste quand même un flux devant l'anastomose, et la réinjection se fait par les branches collatérales. Ensuite, on va aller voir ça. Super. Elle existe ou pas. C'est la PRF. Donc on a bien une fémorale. Et là où on voit que c'est quand même quelque chose d'ancien, c'est qu'il y a une fémorale superficielle qui a un flux même pas si mal que ça, malgré l'occlusion iliaque sous-jacente et le fait qu'il n'y ait qu'une alimentation que par Malgré les collatérales l'occlusion de l'iliaque et malgré l'occlusion du pontage. Donc il est alimenté par les collatérales, entre autres de la fémorale profonde. Hein. Il n'a plus l'hypoglycémique non plus, donc lui, vraiment, il compense que par la profonde, donc qui réalimente la profonde. Là, il a une fémorale superficielle qui n'est pas... كدر جوج كدر. Il a mal au niveau de mollet. Regardez sa fémorale superficielle à droite pour... Et un peu... Ah, montage... OK. Donc on est sur sa fémorale commune après la naissance du pontage croisé. Et donc on voit qu'il y a l'anastomose d'un pontage encore prothétique, théoriquement fémoro-popité, qui lui aussi paraît largement occlu. Il est rétracté, il est même...
Donc il n'a plus de fémoral sperficielle de ce côté-là, il a donc une profonde de ce côté-là. Ça, c'est la profonde qui va vasculariser tout le membre inférieur droit. Le pontage, il est jusqu'en bas. On va voir le pontage sur son trajet, là, qui est totalement obtus, avec l'anastomose qui est sur la popité haute, cervicale distale ou la popité. Et on va récupérer la popité. Oui. Dans le micro. S'il vous plaît, qu'est-ce qui peut occlure un pontage? Pardon? Les causes d'occlusion d'un pontage orthophémoral. Déjà, c'est une prothèse qu'on a mis, donc les prothèses, ça dure. Donc les veines et la perméabilité des prothèses, c'est pas extraordinaire. Après, il y a les causes qualité de l'anastomose, puis technique et puis après, il y a le débit à l'intérieur du pontage qui fait qu'il sonne ou qui fonctionne pas bien, quoi. Et puis, il y a des gens qui, maladie artérielle au-dessus, ou qui, des anastomoses l'artère qui donne en amont et en aval de l'anastomose. C'est plus cause. Là, on ne voit pas de gros défauts sur les anastomoses comme ça, rapidement. La durée des prothèses et la qualité du débit à l'intérieur. Axial. Baisser les vitesses, pardon. Entre 3 mois et 20 ans. On voit des pontages à orthobifémoraux qui ont 25-30 ans, qui n'ont jamais bougé. On en a au contrôle à 1 mois ou à 6 mois qui sont débougés. C'est bien en peine de vous dire la durée de vie moyenne des pontages. Là, on a une petite idée de la réinjection sous la forme du complexe, qui est encore une fois là, est monophasique, sans véritable composante télédiastolique, et avec un temps de montée systolique qui est relativement conservé, avec des amplitudes circulatoires qui sont lentes. Alors, pareil, pour vraiment apprécier le franchissement, on va essayer. La compensation, je vous le disais tout à l'heure, pour aller voir le meilleur bénéfice de la compensation, c'est le flux à ce niveau-là. Oui, il n'y a pas une amplitude circulatoire majeure, mais ça reflète pas forcément la pression. Il faudrait prendre les pressions pour voir exactement aussi quelle est sa compensation, parce que le flux en lui-même, c'est un élément, ça nous donne la vitesse de propagation dans le vaisseau, mais ça ne nous donne pas nécessairement la pression et la quantité de sang qui dit le débit exact
dans l'artère, ce qui est disponible pour les muscles. Pas faire dire trop de choses à l'écho-Doppler quand même. J'ai un spectre aussi. Un peu les... Ouais. Donc là, on pourrait prendre la pression systolique à la cheville pour avoir une idée de la différence et de savoir dans quel degré hémichronique il persiste, mais rien que sur l'amplitude des flux, on voit que c'est pas un monsieur qui a sur la forme du flux, il n'a pas une ischémie chronique permanente. Après, l'ischémie à l'effort, c'est là où il faudrait tester à l'effort la chute de pression pour voir si vraiment il y a une grosse chute de pression en fonction des efforts qu'il fait. Ok, côté. Alors, là j'ai un peu trop blanche. Alors, la persistance couleur qui est là, on voit bien. Là. Donc ça, c'est ça, fémoral superficiel sale, alors qu'il a une occlusion iliaque au-dessus. Donc c'est quand même pas mal. Hein. La poplité basse, petite dégradation majeure. Donc, pour la forme des flux, il a une dégradation progressive de son artériopathie, mais ça reste monophasique, donc on est... Ça circule, mais oui, avec probablement pas beaucoup de pression, donc c'est assez cohérent avec sa claudication bilatérale à 300 mètres. Ça, mais il n'y a pas de menace du membre inférieur, et les possibilités d'améliorer, il y en aurait, mais ça ne justifie pas forcément. Et de zoomer là-dessus, je ne sais pas si... Alors, donc, pour comprendre, il a l'occlusion de tout son axe iliaque, et on voit que la réinjection de la fémorale profonde qu'on voyait ici, elle dépend d'une branche de l'arcade d'Oriolan, là, ici, je pense, et de toute la collatéralité qui se fait et qui vient réalimenter ça. Là, ça reprend un petit moignon de choses, mais c'est vraiment à ce niveau-là que se fait la réinjection maximale de tout le membre inférieur. Et on voit qu'il n'a pas trop de lésions sur le pontage. Bon, ben, il a une fémorale profonde qui supplée. Donc le statut hémodynamique distal au niveau des jambes, c'est à peu près la même chose des deux côtés en termes de flux. Donc c'est assez cohérent avec une claudication bilatérale et une gêne à 300 mètres. Il y a quand même des lésions proximales assez importantes.
Ah non, non, il n'y a plus un pontage qui fonctionne chez lui. Il a l'axe iliaque gauche qui était bouché de façon spontanée, visiblement. Il y a eu une tentative de pontage croisé fémoro-fémoral, donc ils ont mis un tube entre les deux fémorales communes en passant devant la vessie. Ça ne C'est se plus bouché. bien. Là, il est bouché. Donc, ils avaient mis un pontage ici pour suppléer la fémorale superficielle, et ce pontage est également bouché. On va passer au troisième patient. Sarah, vas-y. Patient hypertendu qui est dyslipidémique avec une cardiopathie ischémique dilatée sur la coronaire droite. Il rapporte des claudications de la fesse, la cuisse gauche à moins de 100 mètres avec des pouls faibles des deux membres inférieurs. Donc, j'ai un angioscan qui parle d'une occlusion athéromateuse aortique bilatérale sur une hauteur de 76,3 mm de l'aorte, reprise grâce à des collatérales en aval de la bifurcation des deux branches iliaques externes aux obturatrices internes, avec opacification satisfaisante fémoropoplitée et jambière. Bon, donc on va regarder essentiellement l'aorte. Aorte abdominale. Alors, si pour commencer, je vais regarder, puisqu'on me dit que c'est bien, je vais regarder ces fémorales communes. Je sais pas, pour avoir une idée des flux. Donc ça, c'est sa fémorale commune droite. Donc on voit manifestement qu'il y a des freins hémodynamiques au-dessus, puisque les flux sont déjà amortis, déformés. Bon, des flux du même ordre, peut-être avec encore un peu plus de démodulation. Alors, on a de la chance avec son abdomen. Vous voyez que Alors, est-ce que vous avez votre son de cardio, là Oui, que je vois si on peut la... Vous voyez, là, on a l'aorte sous-rénale qui reste quand même perméable, et jusqu'au niveau de la naissance de la mésentérique inférieure, qui est un petit peu hyper développée. On voit trop bien sur cette image-là. Donc, visiblement, elle est en hyper débit, hein, avec la compensation probablement de l'occlusion. En aval, c'est de mieux voir. Mais a priori, ça se présente comme un vrai loriche, une occlusion de l'aorte en aval de la mésentérique. Alors oui, on va faire ce que propose Olivier. Vous allez vous tourner sur le côté... Non, vers moi. Ça, c'est une autre incidence pour voir l'aorte, qui permet de s'affranchir en général des gaz digestifs.
et qui permet de la visualiser sur une grande partie de sa longueur. On les met en décubitus latéral droit. On va peut-être prendre la sonde cardio parce que ça sera peut-être mieux sur le remplissage. Là, j'ai des petits problèmes de remplissage. Et là, elle est calcifiée. Hein. Si vous avez la sonde cardio, je veux bien la sonde cardio. Essayez d'avoir un meilleur remplissage couleur. Ouais, mais ça va pas changer. Pas plus démonstratif pour le remplissage couleur. Et là, on voit bien son artère rénale. Oui, mais son artère rénale gauche qui monte. C'est donné. Donc là, je suis passé sur une sonde plus puissante en profondeur, hein, qui est votre sonde cardiologique, phase d'arrêt. Ce n'est pas du tout son imagerie, pardon. Mais normalement, il y a une puissance de remplissage couleur qui est meilleure. Là, on voit l'aorte surrénale, elle reste perméable. Non, avec une sténose. Debout parce que c'est un peu éprouvant. Donc là, en gros, pour l'instant, je suis sur l'aorte surrénale. Je vois un flux en aval de l'artère. C'est peut-être l'artère mésentérique que je vois. Non. Aval. Est-ce que c'est une collatérale 4 que j'ai devant ou est-ce que c'est son hypogastrique? Je pense que c'est c'est des collatérales si je me mets en coupe axiale. A priori, c'est bien une occlusion de l'aorte sous-rénale au niveau du carrefour. On dégage ici, c'est vraiment la collatéralité plus que l'artère, que l'aorte. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est son aorte sous-rénale, là, au niveau de. Dans cette incidence-là, on a la naissance de l'iliaque commune gauche. L'iliaque commune droite, elle perd tirée là. Et là, on a toute cette partie-là de l'aorte qui est occluse. Et ça, ici, je pense que c'est le collatéral antérieur qui. Mais ce n'est pas le flux net. Je pense que là, on a vraiment l'occlusion de l'aorte au niveau du carrefour étendue sur l'origine des iliaques. Vous allez pouvoir vous remettre sur le dos. Relever un petit peu la tête. Si on pèse.
Je vais garder cette sonde-là parce qu'il est quand même pas très facile. Bon, donc là, déjà, j'ai la faible. L'iliaque externe. Ah. Et ce qu'on voit, je pense que c'est ce qu'on voit. Expliquer les choses. On a ici l'inversion de l'hypogastrique qui vient reprendre l'iliaque externe. Non. J'ai ça, permanent. Je peux me l'enlever, ça? Ah, d'accord. Donc là, on est sur l'iliaque externe, mais j'essaye de me rapprocher avec l'hypogastrique. Vous voyez que l'hypogastrique n'a pas le flux dans le bon sens. C'est-à-dire que l'hypogastrique a un sens inversé et réinjecte l'iliaque externe, témoignant de l'occlusion de l'iliaque commune en amont. Et de ce côté-là, c'est exactement pareil. Et là, encore mieux, l'hypogastrique complètement inversé qui reprend l'iliaque externe. Et donc ça, c'est les flux d'occlusion sous-jacente. Hein, y a pas... Par contre, les iliaques externes ne sont pas si mal que ça. Donc pour ce patient, le riche avec l'occlusion du carrefour aortique étant iliaque commune, avec des réinjections des iliaques externes qui sont sténosées. On va avancer, Antoine. Allez, dernière patiente. Dernière patiente, hypertendue diabétique, qui a été stentée sur la fémorale superficielle gauche en 2010 et qui a une sténose de la fémorale droite. Le médecin peut l'évaluer. Elle ne rapporte pas de claudication importante, c'est lors de la marche. Pas de vraie claudication. Elle peut évaluer sur. Okay. Bonjour, madame. Donc on va considérer que on va voir ces flux en fémoral hein, pour son abdomen. Donc il y a un petit peu d'athérome, hein, vous voyez des plaques sur la fémorale commune. Voilà. Et le gain, c'est ça?
c'est assez normal et un front monté systolique, donc on peut considérer qu'il n'y a pas de choses significatives au repos au-dessus. Après, on reviendra dessus si vraiment il y avait un problème d'interprétation de ça. Donc toujours, hein, on peut voir facilement la profondeur. Profonde qui part. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de tape sur l'origine. On voit qu'elle est déjà un peu surchargée, il y a des plaques. Hein. Alors, plaque. Hein. Et on va se prendre un flux au départ. Ok. Tout à l'heure, on descend. Irrégularité de calibre, hein, pathologique. Et sur les réglages de base du départ, il n'y a pas pour l'instant de grosses perturbations hémodynamiques. Là, on commence à avoir un petit aliasing. Qui en déclenche moindre mouvement. Pas un gros retentissement. Et une artère qui est toujours très... Des plaques étagées, il y en a. Alors, charge athéromateuse importante de la famille. Donc, quasiment Hunter, on a encore des vitesses normales. On va remonter sur la propriété haute. Perturbé. Là, votre énergie qu'on avait tout à l'heure, là. Donc là, on perd la liaising. Il y a le biflo là-dessus avec. Il y a un Doppler couleur orienté ou pas? Le BFI angio, ouais. Ce sont des procédés qui permettent. Ok. Bon, pareil, hein, sur la poplité basse, elle a encore les vitesses circulatoires triphasiques, une fémorale superficielle qui est très surchargée, en lésion critique.
Rien n'en dire. On va aller voir. En distalité. Pareil, une type qui est fine, paire de femmes, mais pas de problème. Et l'intérieur qui est dominé. Et qui a des flux triphasiques. Une problématique cette patiente qui nécessiterait autre chose que le traitement médical, la prise en charge des facteurs de risque, etc. Alors de l'autre côté, bon, De l'autre côté, c'est il y a le stent, il y a c'est le ça? stent, ouais. Donc pareil, une surcharge de la fémorale commune. Le réglage est primordial, hein, le réglage des pareil, du Doppler couleur. Idéal pour un. Ah, vraiment, sur l'artère des membres inférieurs, on passe son temps Ouais. à régler les machines. C'est bien parce qu'on a plein de moyens à disposition. Et, intégrer où ça se trouvait, ce qui n'est pas encore mon cas. Est-ce que, par exemple, l'écho-Doppler des membres inférieurs a profité un petit peu de l'intelligence artificielle? Pas à ma connaissance. Non. Alors, il y a déjà des formes d'intelligence artificielle parce que maintenant les machines adaptent leurs paramètres indépendamment de notre volonté. Hein. C'est programmé pour s'améliorer au fur et à mesure de l'examen, améliorer des paramètres que nous, on ne voit pas forcément. Après, la difficulté sur les datas de l'intelligence artificielle, c'est que pour les exploiter, nous, on est opérateur dépendant pour l'instant, et tant qu'on n'a pas des sondes matricielles, c'est difficile. On risque pas d'être concurrencé par la machine pour l'instant. Au fur et à mesure, paramètres. Alors, il y a un petit rétrécissement, là, on est au-dessus du stent, hein, visiblement. Rapport de vitesse, on a. Oui, mais c'est exactement la même chose. Hein. Il y a des données morphologiques et des données hémodynamiques pour interpréter une sténose avec son pic des vitesses au niveau de la sténose, le gradient d'accélération, pas le gradient d'augmentation des vitesses par rapport à l'amont, voire même à l'aval, la déformation du spectre. C'est tout un tas de paramètres. Ce n'est pas un seul qui est déterminant, mais c'est l'analyse de l'ensemble de ces paramètres qui vous permet d'interpréter les choses. C'est pas figé dans le marbre. C'est pas, on va dire, à un ratio à 4, toutes les sténoses sont significatives. C'est pas exactement ça. Par contre, il y a une sténose. C'est le... Et le mode... ouais. Quelque chose. Oui, là, il y a un petit rétrécissement. C'est pour ça que j'essayais de le...
Ça flash un peu moins, c'est pour monter les vitesses, pour mettre les filtres. Juste pour voir un peu ce que donnent les parties de... Ah oui, c'est pas mal ça. On va arriver à effacer tout ce qu'ils peuvent. Voilà, radiographie ultrasonore. C'est bien. Ok, allez, on va repartir en mode normal. Non, je suis. Il y a un petit rétrécissement pour, apparemment, c'est une artère qui est quand même de petit calibre. Hein. Voilà, là on arrive sur le stent, hein, vous connaissez. Habitué à cette image d'épaississement et le stent qui est ouvert. Je mets ma boîte un peu verticale parce que le vaisseau plonge, hein, donc ça remplit. Le circulant du stent est plutôt petit. Qu'est-ce qu'ils sont et un accès vélosymétrique normal. Limite distale du stent, je pense. Bon, donc sur la poplité basse, du triphasique, avec une surcharge globale de la fémorale superficielle, une petite sténose modérée en amont du stent, un stent qui est bien perméable, rien de particulier pour il n'y a pas de grand-chose là. Vous n'avez pas trop mal à la marche, mal dans les jambes. Une fois que c'est chaud, ça va mieux. La tibia post. Et là aussi, une... Ok.